Perso, je pense aux droits auxquels on a accès au moment où on est malade. Peut-être droit à l'information, moi je pense sur les médicaments par exemple. Tout ce qui va être protection des données des patients. Les droits du médecin là, quand il n'a pas le droit de révéler les secrets médicaux. Je pense au droit qu'a tout être humain à être soigné dignement dans des conditions acceptables. Le droit d'avoir accès, à l'avortement. Et avec une capacité à prendre des décisions en fonction des diagnostics et des décisions médicales qui en découlent. Le droit santé, c'est plutôt le côté où chacun a accès à la santé. Et je sais que si je vais à l'hôpital, ils vont prendre soin de moi. Bonjour à toutes et tous, je suis Adrien Delorme de France Asso Santé. Avec toute l'équipe, on est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire, les droits des usagers à l'épreuve du Covid-19. Vous êtes déjà nombreuses et nombreux en ligne et on vous en remercie. Avant de laisser la parole à François Blanchardon, quelques petites infos pratiques pour permettre que cette expérience vous soit la plus confortable possible. Vous disposez à droite de votre écran d'un chat qui vous permet de réagir, de vous exprimer, de témoigner. Il existe également un onglet questions sur lequel vous pourrez partager bien sûr vos interrogations qui nourriront les échanges lors des temps de discussion. En cas de problème de son ou d'image, je vous invite à rafraîchir votre page et en cas de difficulté majeure, vous disposez d'un numéro de secours qui figure sur la petite icône aide en bas à gauche de votre écran. Il ne me reste plus qu'à laisser la parole à François Blanchardon, président de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de France Asso Santé pour un mot d'accueil. Bonjour à tous et tous. Tout d'abord, je voulais dire que j'étais très heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir ouvrir ce webinaire, comme on appelle désormais les conférences. J'espère que nous pourrons très prochainement maintenant avoir un temps d'information en présentiel. Alors, vous le savez, animateur du débat sur la démocratie sanitaire, France Asso Santé vous propose ce soir de revenir sur les droits des usagers à l'épreuve du Covid-19. D'abord parce que nous fêtons les 10 ans cette année de la Journée européenne de vos droits en santé qui s'est créée à Lyon, enfin en tout cas qui s'est créée dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le thème cette année est l'expression des usagers. Ensuite, parce qu'à l'occasion des remontées de nos représentants des usagers et de nos associations adhérentes, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'Observatoire régional d'alerte et d'information que nous avons mis en place pendant la période de la crise sanitaire, il a été révélé des complications et des difficultés qui ont été rencontrées par des usagers dans le cadre de leur parcours de santé. L'objectif n'est pas d'individualiser les responsabilités, mais plutôt de regarder globalement comment améliorer les organisations. Après 12 mois difficiles, et éprouvant, je tiens encore une fois à saluer le travail extraordinaire fourni par les professionnels de santé, leur résistance pour accompagner les usagers de santé. Je tiens encore à leur rendre hommage. Je voulais saluer aussi les usagers qui ont dû se protéger les autres, se battre contre le virus, parfois même rendre les armes, comme ça a été le cas pour des très proches de notre mouvement. Désormais se pose la question ce soir des droits à l'épreuve du Covid-19 et je voulais remercier l'ensemble des intervenants qu'Adrien va présenter et l'équipe d'organisation. Bonne conférence. Merci beaucoup François pour ces mots d'accueil et comme on dit pendant les webinaires, je t'invite à rejoindre la salle. Merci à toi et à plus tard sur le chat ou sur scène si tu souhaites y revenir bien sûr. Donc merci pour ces mots d'ouverture François. Sans plus attendre, je vais donc présenter les personnes qui sont avec moi sur scène. Je les invite à faire simplement un petit signe de la main à l'annonce de leur nom. Je commence par
Annie Rousseau qui témoignera de la situation des personnes accueillies en EHPAD. Bonsoir Annie. Roger Picard qui nous partagera son expérience de patient. Bonsoir Roger. Et Jean-François Guérin qui est président du comité d'éthique du CHU de Lyon et qui apportera un regard éthique. Bonsoir professeur Guérin, sur les échanges qui auront lieu ce soir. J'espère que Fabienne Doiret, qui est également une éthicienne qui a des difficultés à nous rejoindre, y parviendra finalement. Et puis, je ne peux pas finir ce tour de présentation sans vous présenter également Louis Infantès, qui interviendra sur la deuxième séquence et qui, lui, nous parlera de son expérience de représentant des usagers pendant la crise Covid. Alors, la première séquence du webinaire va nous conduire à observer comment les droits des usagers des champs sanitaires, social, médico-social ont été impactés par la crise. Les situations potentielles sont nombreuses, variées, elles concernent de très nombreux profils qu'il n'était évidemment pas possible de tous évoquer ce jour. On en est parfaitement conscient et sachez que si les profils d'usagers ne sont pas tous représentés à la tribune, loin s'en faut, vous avez, vous, en tant que participant sur le chat, la possibilité de les évoquer, de poser des questions, de réagir pour compléter les interventions de ce jour. Typiquement, les personnes détenues, les personnes malades psychiques, un certain nombre de profils ne seront pas évoqués directement par nos intervenants. N'hésitez pas à compléter ces interventions par des réactions sur le chat. Peut-être le savez-vous, les usagers des établissements, services sanitaires, sociaux et médico-sociaux disposent de dispositifs de protection assez élaborés qui protègent leur libre choix, le droit à l'information, le consentement libre et éclairé, le respect de la dignité, la protection de la santé, etc. Ces droits-là sont à peu près équivalents dans leur formulation que l'on s'adresse à des services ou des établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux, et ils sont issus de lois qui datent de 2002, la loi du 4 mars et la loi du 2 janvier. Et donc, que l'on soit usager du soin, que l'on soit usager du social ou du médico-social, on a un ensemble de dispositions législatives et réglementaires élaborées qui nous sont dédiées. Pourquoi ? Parce qu'on considère que nous sommes dans une situation de fragilité, de vulnérabilité, qu'elle soit temporaire ou permanente, et qu'à ce titre, eh bien, on doit d'une certaine manière, nous protéger davantage encore et prévenir les difficultés et les dysfonctionnements. La problématique, c'est que la crise que l'on traverse a largement bousculé les organisations, mis les équipes et les individus à rude épreuve, parfois jusqu'au point de rupture, et ça a pu conduire à des dysfonctionnements, parfois graves, qui mettent en péril le respect des droits des personnes, leur intégrité. Je vous propose, pour commencer, d'entendre le témoignage d'Annie Rousseau, que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui va nous partager son expérience de proche d'une personne accueillie en EHPAD. Madame Rousseau, d'abord, bienvenue à vous. Je vous laisse rétablir votre micro. Et je vous propose, si vous voulez bien, de vous présenter en quelques mots. Plus exactement, je vous remercie. Je vais présenter le collectif qui s'appelle donc Collectif EHPAD Famille 42, que nous avons créé le 11 juin l'année dernière à partir de témoignages de familles de résidents d'EHPAD que nous avons reçus, à l'origine sur le bassin rouennais et puis petit à petit sur le reste de la Loire et sur la France entière. On a commencé à l'issue de la première période de confinement et pendant le déconfinement sur le constat qui tardait quand même à se mettre en place, qu'il y avait des tas de disparités d'un EHPAD à l'autre, y compris sur un même territoire, et que ça nous a beaucoup interpellés. Est-ce que vous pouvez préciser juste ce qu'est un EHPAD pour que tout le monde comprenne bien ? Oui, ok. Un EHPAD, c'est un établissement pour personnes âgées dépendantes. C'est un établissement d'hébergement. Le H, c'est hébergement. Pour personnes âgées dépendantes. C'est vrai qu'on dit tellement qu'on ne sait plus. Ok. Suite à tous ces témoignages multiples et tous plus, je dirais, difficiles, voire inquiétants les uns que les autres,
on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse entendre de manière à porter la parole des résidents et des familles qui n'avaient pas d'espace de parole au sein de leurs propres EHPAD, parce que si ça avait été le cas, le collectif n'aurait pas existé et on ne serait pas là aujourd'hui. À travers aussi le bon fonctionnement des CVS, donc des conseils de vie sociale, qui étaient parfois inexistants, souvent en sommeil ou dysfonctionnants. On a voulu aussi mettre un peu l'accent sur l'existence de droits pour les résidents et sur le respect de ces droits, les résidents qui sont des citoyens, hein, que ce soit le droit aux soins, le droit aux visites, le droit d'aller et venir. On s'est donné pour objectif aussi d'instaurer un dialogue et des échanges constructifs avec les directions, les équipes des EHPAD et familles résidents dans l'intérêt de nos parents. Et aussi, à moyen et long terme, d'avoir une veille et de faire des propositions constructives quant au statut et à la place des résidents dans ces établissements en tant que lieu de vie et non pas lieu de placement. Voilà pour les objectifs. Et juste une précision, à ce jour, nous comptons 160 familles, dont 65 de la Loire. Toutes les autres, ils sont issus de 41 autres départements. D'accord. Alors, merci pour cette présentation. Je me permets de la compléter en indiquant qu'aujourd'hui, vous êtes un collectif informel, mais que vous êtes sur le point de vous convertir en association. C'est quelque chose qui est important pour les personnes qui nous écoutent. Du coup, je vous propose de basculer dans l'évocation des différentes expériences qui vous ont été rapportées durant les 12 derniers mois. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelques situations qui ont été vécues, observées et qui ont semblé tout à fait, j'allais dire, problématiques ou inadaptées du point de vue du collectif? Toutes les situations qu'on a pu recevoir et évoquer et mettre en exergue, c'est des situations de privation de liens familiaux, de privation de liens familiaux parce qu'il y avait soit plus de visites, soit très peu de visites, ce qui a été appelé des visites encadrées, enfin, plus précisément des visites en parloir. Hein, maintenant, les EHPAD n'ont pas peur de le dire, visites en parloir. Derrière un plexiglas ou pas, mais en tout cas à distance. Depuis 1 an, c'est le quotidien de nos parents en EHPAD. Pas de visite dans les chambres, visite dans les salles communes, etc. Pas de sortie. Nos parents ne sont pas sortis depuis 1 an de leur EHPAD. Privation de soins, parce qu'il n'y avait pas non plus de sortie pour des rendez-vous médicaux. Il y a eu des périodes aussi où les professionnels ne rentraient pas dans les EHPAD. Là, on est 1 an plus tard. Les sorties, même pour des rendez-vous médicaux, sont toujours compliquées, voire pas possibles. Ou possible avec un confinement au retour. Enfin, il y a une privation de soins qui est réelle. Et puis, la privation de visite, c'est de l'isolement, c'est de la perte de repères, de stimulation, d'autonomie, de plaisir à vivre. Et là, on peut être amené à parler du phénomène de glissement dont beaucoup de gens ont parlé depuis même le premier confinement, notamment le Conseil national d'éthique, hein, qui évoquait tout de suite en mars l'année dernière les risques délétères que faisait courir un confinement aux personnes qui sont hébergées dans les EHPAD. Malgré ça, la sécurité collective, je dirais, a été prégnante sur le bien-être et la santé psychique et individuelle des résidents. Vous avez parlé des restrictions de visite et j'allais dire des limitations d'aller et venir. Sur la question des limitations d'aller et venir, est-ce que vous pouvez donner un exemple précis sur le fait que les personnes n'aient plus le droit de sortir des établissements, qu'on leur impose à la suite une quarantaine? Actuellement, oui. Enfin, de toute façon, pendant très longtemps, la seule chose qui était possible depuis septembre l'année dernière, c'était les visites encadrées, c'est-à-dire nous qui pouvions aller voir notre parent 1 à 2 fois par semaine ou parfois tous les 15 jours, entre une demi-heure et 1 heure. Mais pour ce qui était de la sortie des résidents à l'extérieur, etc., ça n'existait pas, d'accord. Et souvent même sans rendez-vous médicaux. À ce jour, alors qu'on est depuis mars dans un processus qui s'appelle assouplissement, c'est toujours compliqué. On a effectivement
un EHPAD sur le Rouennais où les sorties sont pas possibles même pour des rendez-vous médicaux, un autre où c'est possible avec 3 jours de confinement au retour. C'est des prix qui sont quand même chers à payer pour aller tout simplement se faire soigner, ce que n'importe quel autre citoyen peut faire. En général, c'est des soins importants quand même, quand on a un rendez-vous avec un spécialiste pour une personne âgée. Et puis surtout, il y a eu de la prise de retard dans ces rendez-vous. Il y a des gens qui n'ont pas vu leur spécialiste, le cardiologue ou l'ophtalmo depuis un an. Donc là, on peut parler de perte de chance. Bien sûr. On peut parler de perte de chance. Vous avez commencé à l'évoquer, mais quelles ont été les conséquences très concrètes pour les usagers et pour les familles de ces situations de restriction des visites, notamment? Alors, très concrète, je pense que dans les 2 cas, pour les familles et pour les résidents, on peut parler d'une privation de nourritures affectives, parce que effectivement, les soignants assurent au quotidien tout ce qui est quotidien, médical, accompagnement, mobilité, etc. Mais le lien, l'affectif, qui font partie du soin, ça, je pense que c'est très clair. Et ben c'est nous, c'est les familles. Nous, on ne peut pas assumer le rôle des soignants, mais eux ne peuvent pas assumer notre rôle non plus. Donc, cette privation a été ressentie des 2 côtés comme un énorme manque, comme une injustice, avec un sentiment d'impuissance, parfois d'abandon pour certaines familles, parce que c'est quand même terrible qu'on vous interdise d'aller voir votre proche. Et ensuite, quand on ouvre un peu les vannes, imaginez-vous prendre rendez-vous pour aller voir votre parent ou demander une dérogation pour aller le voir dans sa chambre et le voir une demi-heure à distance. Enfin, c'est tout sauf naturel. Donc là, sur ces sujets-là, on se parle effectivement de privation de liberté, on se parle effectivement de problématiques liées à des pertes de chance d'accès aux soins. Là, j'essaye simplement de raccrocher ça à des droits tout à fait objectifs des usagers. Je me permets, alors, je trouve que ce qui transparaît bien dans votre discours, ce qui est intéressant, c'est que, et dans le discours du collectif avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger, c'est qu'il n'y a pas de volonté j'allais dire de dénoncer des situations individuelles, mais plutôt des organisations qui dysfonctionnent. Et il y a une vraie question autour de l'obligation de sécurité des établissements. Et c'est vrai que souvent, moi, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que les directeurs d'établissements sont obligés de garantir la sécurité des résidents. Et finalement, on est dans cette tension entre les droits individuels des personnes qui sont accueillies, leurs familles, et cette obligation qui est faite par la loi, finalement, au directeur d'établissement. Donc, quels sont vos échanges, justement, avec ces directions d'établissement, avec ces responsables de structure, et que vous répondent-ils quand vous dénoncez ces situations? Eh bien, ils ne nous répondent pas grand-chose. C'est-à-dire, en tant que collectif, quand on leur écrit, ils ne nous répondent pas. Donc, c'est du déni, du mépris, on ne sait pas trop. Et en tant que famille, quand on les interpelle, eh ben, c'est compliqué. Alors, ces problématiques-là, si vous voulez, c'est pas l'épidémie et le contexte qui les ont créées. Ça les a mis en exergue, ça les a mis sur le devant de la scène, ça les a accentués. Ça, c'est très clair. Ça a toujours été un peu compliqué dans la plupart des EHPAD de communiquer d'égal à égal, je dirais, avec une direction ou une équipe soignante, parce qu'il y a ceux qui savent et il y a les autres. La famille, quand on demande d'avoir accès aux résultats sanguins, par exemple, de sa mère, les soignants sont très surpris parce qu'ils ont trop en tête le schéma qui pourtant ne semble pas forcément majoritaire de gens qui auraient placé leurs parents, de familles qui auraient placé leurs parents et qui, du coup, sont plus censés s'intéresser, etc. Mais au-delà de ça, un résident, une personne âgée qui a des soins, des analyses de sang, c'est elle qui en est destinataire et elle doit les avoir. Quand vous demandez tout simplement ça à une équipe soignante, on vous regarde un peu avec méfiance en se demandant ce que vous cherchez, ce que vous voulez. On vous dit que vous ne faites pas confiance, que vous remettez en question leur rôle, leur fonction, etc. C'est pas simple d'échanger sans être, on dirait tout de suite qu'on est inquisiteur. La place et la parole de la famille en EHPAD, on la cherche quand même un peu. D'accord. Et alors, de fait, pour améliorer ça, si vous deviez faire un voyage dans le temps, avant la crise Covid, même si on a bien entendu que cette crise n'avait qu'exacerbé ces problématiques qui préexistaient, si vous deviez faire un voyage dans le temps, quelles pratiques, quels outils, quelles mesures on aurait pu mettre en place pour
prévenir ou réduire l'impact des situations que vous avez décrites? Qu'est-ce qui est demandé par les familles finalement? Alors, moi, je dirais déjà qu'il faudrait commencer par un peu de transparence. Moi, si c'était à refaire là aujourd'hui, maintenant, ma mère n'irait pas en EHPAD, première chose. Deuxièmement, je vais vous répondre assez directement, mais allez-y. Une parenthèse un peu plus large, parce qu'on s'est aperçu, nous, avec une certaine stupéfaction quand même, qu'on cherchait à faire valoir les droits, à rétablir les droits de personnes, donc les personnes âgées en l'occurrence, et que c'était assez ubuesque, parce que chercher à rétablir ou respecter des droits de personnes qui les ont, au même titre que vous et moi, de par la Constitution, qu'elle soit française ou européenne, c'est quand même surprenant. Et on a, à force d'échanger avec des gens, des espaces éthiques, avec des professionnels, et en creusant pas mal aussi nos lectures et nos sources d'information, que tout simplement, il y a eu un espèce de système juridique qui s'est créé autour des EHPAD lorsqu'ils ont été mis en place, avec le biais que les logements dont bénéficient les personnes en EHPAD ne font pas l'objet de la signature d'un bail, donc ils ne dépendent pas du code de l'habitat, ils dépendent du code social et des familles, c'est ça? Et du coup, code de l'action sociale et des familles. Code de l'action sociale, pardon, et des familles. Et du coup, en n'étant pas dans un logement, mais dans un hébergement, eh bien, il y a un certain nombre de droits qu'ils ont laissés à la porte en entrant. Donc, tant que tout va bien. Le jour où il y a crise, eh bien, c'est les décisions, la responsabilité et le pouvoir de la direction qui prennent le dessus pour en décider à leur place. Alors, bien sûr, on se doute bien que quand on rentre dans un hébergement collectif, il y a des règles. Ça, c'est pas un problème. Mais quand même, là, on s'est bien aperçu que leurs droits, alors que c'est écrit dans la charte des EHPAD, leur droit d'aller et venir, de rencontrer leurs proches, de recevoir qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et bien tout ça, ça n'existe plus. Il y a une préemption de leurs droits. Donc, ce qui serait à refaire, ça serait, il faut travailler sur le fond, l'EHPAD de demain, qui de toute façon, à mon sens, ne s'appellera pas EHPAD, parce que ça sera trop connoté et je pense que le modèle ne va plus. Ça serait travailler là-dessus pour que les gens soient vraiment chez eux, parce qu'ils sont des citoyens, qu'on ne puisse pas leur enlever leurs droits élémentaires, et que ce que vous évoquiez tout à l'heure, moi je suis d'accord, il y avait des tensions entre le sécuritaire, le sanitaire, le collectif, l'individuel. Mais logiquement, quand il y a des tensions, on tend vers un équilibre. Et là, l'équilibre, il n'y est pas. Il n'y a pas d'équilibre. D'accord. Je vous invite à conclure, si vous voulez bien, sur ces éléments-là. Ces éléments-là, il y a une alternative, enfin, en tout cas d'autres façons de procéder autrement qui sont possibles, qui existent, puisque certains directeurs l'ont fait, c'est de travailler quand il y a des choses à instaurer, à établir sous forme de charte ou autre dans un établissement parce qu'il y a crise. Ça peut tout à fait s'envisager, se faire et se respecter collégialement entre direction, soignants, famille, résidents. Donc, si je dois résumer, c'est de la transparence, c'est un arsenal juridique qui permet de convertir un hébergement en domicile, si je résume, et puis une vraie concertation entre les usagers et les acteurs de l'établissement. Je vous remercie pour votre témoignage. Madame Rousseau, on va avoir bien sûr l'occasion d'y revenir. Il y a des questions déjà dans le chat qui viennent sur les EHPAD. Je vous propose, si vous voulez bien, et à nouveau merci Madame Rousseau, d'enchaîner avec le témoignage de Roger Picard que j'invite à ouvrir son micro pour prendre la suite de ces différents témoignages qu'on va enchaîner jusqu'au 3e, puis ensuite on aura la lecture éthique, puis les questions. Roger Picard, bonjour à toi. On va pas faire semblant de se vous voyez, on se connaît bien. Roger, tu es un élu de notre délégation, mais tu es aussi un usager de santé.
un patient dont l'expérience récente a largement été impactée par le Covid et tu as accepté d'en témoigner. Nous t'en remercions et je te propose avant tout de te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, on ne t'entend plus. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Ouais, le micro a eu un petit temps de délai pour se remettre en route. Alors, comme tu l'as dit, je suis élu de France Asso Santé de par diverses activités associatives, mais je suis aussi un patient de temps en temps, comme nous tous, et ça a de l'importance pour ce qu'on va dire par la suite. Je suis surtout un aidant familial puisque j'ai en charge mon épouse qui est atteinte d'une maladie grave, invalidante et aujourd'hui elle est gravataire, donc et depuis une trentaine d'années. Donc ça c'est le point, un des points importants dans la suite du propos qu'on va avoir. En effet, ça n'est pas neutre du tout. Je te propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Finalement, quel est l'épisode de santé récent pour lequel tu as observé des dysfonctionnements? On parlera des dysfonctionnements eux-mêmes après, mais oui, cet épisode, c'était quoi finalement? Alors, cet épisode, c'est quelque chose qui est survenu à l'automne dernier. J'ai la sale habitude de fabriquer des petits cailloux. Ces petits cailloux qui ont migré dans la vessie pour faire 2 très gros cailloux de la taille de balles de golf. Donc, il fallait aller les chercher, les extraire de là via une opération qui était prévue fin octobre dans un hôpital clinique au Puy, en Velay. Donc, prévu le 21 octobre, si ma mémoire est bonne. Et 5 jours avant, la clinique m'appelle, enfin, la secrétaire médical m'appelle en me disant Covid, blocage des lits, désolé, on peut pas assurer l'intervention. On vous rappellera quand il sera temps de revenir. Au revoir, monsieur. Terminé. Voilà. Et j'ai appelé à peu près toutes les 2 semaines pour savoir où c'en était. Et en finalité, l'intervention a eu lieu le 27 janvier. Donc, d'accord. 4 mois de délai supplémentaire. Voilà. Alors, j'allais presque dire tout ça ne serait finalement, si on met de côté les problématiques du quotidien, aurait été relativement surmontable. Et oui, encore, parce qu'on n'est pas dans une urgence vitale. Hein. Voilà, et toi-même tu le dis, sauf que on est dans une situation de famille où, là en l'occurrence, on a un impact de la vie personnelle sur la bonne gestion de cet épisode-là. Et j'ai envie de te demander quelles ont été finalement les conséquences immédiates et j'allais dire à moyen terme de cet événement, cette déprogrammation, au plan individuel d'abord, sur ta santé à toi, comment tu as vécu ça. Je crois que ça n'a pas été si facile que ça. Et puis, plus globalement, pour une organisation familiale qui a été largement percutée par cette déprogrammation. Alors, au plan personnel, je ne peux pas dire que c'était la souffrance absolue. J'ai connu pire depuis. C'est pas la souffrance, c'est des douleurs dans la vessie. C'est pas quelque chose de monumental. Par contre, il y a vraiment pendant 4 mois, et c'est allé crescendo puisque ça s'aggravait, une vraie gêne et un vrai problème d'incontinence. Donc, ce qui provoque un problème social. Vous trimballez, je suis désolé, mais il faut se trimballer avec ses protections, avec 3 pantalons de rechange. Donc, c'est pas quelque chose de simple à gérer, surtout quand on a une activité et puis qu'on se déplace. Et puis, comme tu l'as dit, le vrai problème, c'est que moi, l'hospitalisation, c'était 1 semaine. Donc, 1 semaine, moi, il n'est pas question que mon épouse reste 1 semaine toute seule. Donc, ça s'organise, ça se prépare. Il faut déjà la préparer psychologiquement, parce que c'est pas si simple. Et puis, il faut mettre toute une intendance autour de ça pour que le quotidien de mon épouse soit assuré et qu'elle puisse continuer à avoir non seulement les soins, ça c'est bien évident, mais avoir la présence auprès d'elle, puisque de toute façon, il faut une présence 24/24. Donc là, on a annulé tout ce qu'on avait mis en place, et puis j'ai été prévenu à peine 2 semaines avant l'opération qui était reprogrammée fin janvier, et
pendant ces 2 semaines, il faut refaire tous les examens, il faut refaire le test Covid, il faut refaire la visite d'anesthésiste, il faut refaire une échographie pour revoir où ça en est. Donc, on recommence le parcours. Bon, bien entendu, ça a un impact financier, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est du temps. Et puis, on remet en place, il faut remettre en place tout ce truc. Et c'est plus forcément les mêmes personnes qui sont disponibles. Donc, ça devient tout de suite très, très compliqué. Ça s'est résolu, on a réussi, mais c'est pas un parcours très, très simple et très sympa. Très fluide. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton témoignage, c'est que il met en avant finalement les difficultés à la fois individuelles en termes de douleur, en termes de vie sociale, hein, tu l'as bien décrit, et puis plus globalement comment des contraintes personnelles viennent, être percutées par cette déprogrammation-là et toute la foultitude finalement de conséquences qu'une déprogrammation peut avoir, y compris pour une opération qui peut être considérée comme non pas anodine, mais en tous les cas non immédiatement vitale. Voilà. Est-ce que dans cette déprogrammation-là, tu as été accompagné? Alors là aussi, l'idée n'est pas de jeter l'opprobre sur tel ou tel établissement, telle ou telle équipe, c'est vraiment de réfléchir de façon globale et collective. Est-ce que l'établissement en question, tu as correctement accompagné dans cette déprogrammation, tu as informé, a pris vraiment tout le soin nécessaire pour t'en informer et t'accompagner, ou pas? Non, absolument rien. En fait, on t'informe que l'opération est différée, signée, et on t'informe 3 mois et demi après qu'elle va avoir lieu. Point. Et ça, non pas par du personnel infirmier, médecin, c'est une secrétaire qui fait le travail et qui doit le faire pour tout le monde. Hein. Je suis pas un cas particulier dans ce domaine-là. Mais là, il y a vraiment, je pense, un blanc, un manque. Il y a quelque chose qui n'a pas été géré de ce côté-là, c'est clair. Tu avais utilisé un terme quand on avait préparé le webinaire, tu parlais d'un acte administratif pur. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'accompagnement dans cette information-là, qui peut encore une fois vraiment percuter les usagers. Mais on est parfois même certains patients n'ont reçu qu'un texto, sans même le nom de la personne qui était à l'autre bout du fil ou un numéro de téléphone à contacter. Donc voilà, ça pose vraiment une question. Je ne sais pas le nom des secrétaires que j'ai eu successivement. Et alors, de fait, si on bascule plutôt dans une approche, j'allais dire constructive, selon toi, quelles pratiques, quels outils, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour mieux t'accompagner dans cet épisode-là? Je pense que déjà, un entretien avec au moins un personnel infirmier ou médical aurait été bien. Qu'on s'inquiète, parce qu'ils étaient parfaitement au courant, parce que je leur avais expliqué la situation avec mon épouse, qui s'inquiète un petit peu de comment on va faire, comment on va gérer le truc, et puis peut-être dire, on va peut-être essayer de trouver une solution. Il y a quand même des opérations urgentes qui ont eu lieu. Peut-être que là, on peut considérer qu'il y a une certaine urgence vu le contexte de handicap à la maison. Voilà, essayer de trouver des solutions, et puis si on n'en trouve pas, rassurer et accompagner. Et là, je pense que là, il y a vraiment un déficit. Merci Roger pour ton témoignage. Évidemment, les gens continuent à réagir sur le chat. On va avoir l'occasion, bien sûr, d'évoquer avec ma collègue Marion qui nous rejoindra sur scène après la lecture éthique, d'évoquer les questions et les réactions des personnes. Continuez à réagir, à poser des questions pour alimenter les échanges. Je vous propose, à la suite du témoignage de Roger, que je remercie, merci à toi pour ce partage d'expérience. Je vous propose enfin de découvrir le témoignage de Valérie Benotti qui, alors vous l'avez compris, on a fait intervenir une personne qui représentait les personnes âgées, une personne qui représente les patients et maintenant une personne qui va représenter plutôt le profil des personnes en situation de handicap. Et il s'agit donc de Valérie Benotti, que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques jours dans le cadre voilà, et donc je vous invite à découvrir une partie de la vidéo que nous avons enregistrée ce jour. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner dans le cadre du webinaire de la Journée européenne des droits en santé
consacré aux droits des usagers à l'épreuve du Covid-19. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, donc, je suis Valérie Benotti, donc je suis présidente de l'UNAPI Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui regroupe toutes les ADAPI de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aussi, je suis maman d'une adulte autiste qui a une forte déficience intellectuelle et polyhandicapée. Donc, voilà, on a été confrontés, je dirais, à la fois par nos associations, mais aussi d'un point de vue personnel au Covid. D'accord. Merci pour cette présentation. Du coup, peut-être en 2 mots, ce qu'est l'ADAPI, l'UNAPI et ce que sont les ADAPI. Alors, l'UNAPI, donc c'est une union de toutes les associations du mouvement parental, donc des ADAPI. Donc, les ADAPI, ce sont des associations issues du mouvement parental, mais au niveau département. ADAPI. Voilà. Et donc, nous accompagnons des personnes déficientes intellectuelles, autistes, polyhandicapées et ayant aussi un handicap psychique. D'accord. Donc aujourd'hui, pour être très clair, vous intervenez non seulement en tant que responsable associative, mais en même temps en tant que maman, et vous l'avez bien dit. Donc ce sera ce double regard qui va être particulièrement intéressant. Je vous propose du coup de rentrer un peu dans le vif du sujet et de la thématique du webinaire. Finalement, en repensant aux 12 derniers mois qui sont passés, est-ce que vous pourriez nous décrire plusieurs situations que vous avez vécues ou que vous avez observées, qu'on vous a rapportées, qui vous ont semblé problématiques au regard des droits des usagers du système de santé, de leur expérience plus spécifique sur le champ du handicap? Oui, alors je dirais que quand malheureusement la Covid nous a frappés l'année dernière, il est apparu dans nos associations un sérieux problème d'accompagnement à la santé, aux soins. En fait, les personnes en situation de handicap que nous accompagnons, et je dirais en règle générale, pas seulement dans notre mouvement évidemment, n'avaient plus d'accès aux soins. Je m'explique. Il y a eu un moment un peu de panique pour reprendre le temps qui est passé, où il y a eu un tri dans les hôpitaux. Qui concernait en fait les personnes qui avaient le plus de chances de s'en sortir en étant dirigées vers les systèmes de réanimation. Et donc, les médecins ont pris parti de n'envoyer en réanimation que les personnes atteintes de Covid très grave, mais qui avaient plus de chances de s'en sortir que d'autres. Alors, ce qui peut s'entendre, quelle que soit la personne, puisque là, on n'était pas forcément face au handicap, c'était plutôt un état de santé général. Là où on a eu des gros problèmes, c'est le retour de ces personnes, c'est-à-dire elles n'étaient pas prises en réanimation par décision médicale, mais elles étaient renvoyées dans leur foyer. Alors, quand je parle dans leur foyer, c'était aussi bien dans leur foyer maison, près de leurs parents ou dans leur appartement, que dans les foyers de nos associations, qui n'étaient pas des hôpitaux et donc qui n'étaient pas du tout équipés pour recevoir les personnes. Donc, quand je dis pas équipés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'oxygène suffisamment fort comme il y a besoin quand on a une forme grave de Covid. Donc, il s'est posé réellement des soucis d'accompagnement, de rupture de soins, je dirais vraiment les mots, parce que les personnes étaient vraiment livrées à elles-mêmes, aussi bien dans nos associations que chez elles. Donc, il a fallu quand même monter au créneau, excusez-moi de l'expression, mais voilà, un peu aller frapper fort auprès de la ministre pour pouvoir faire valoir cet état de fait et que les choses changent. C'est-à-dire que les personnes, évidemment, on regarde la possibilité de chance de s'en sortir et qu'elles aillent ou pas en réanimation. Ça, c'est un pouvoir médical, évidemment, on n'est pas médecin, c'est pas à nous de juger. Par contre, il était inadmissible que les personnes aient une rupture de soins, c'est-à-dire qu'elles rentrent chez elles sans avoir un accompagnement digne de ce nom. Et donc, effectivement, ça a été très vite corrigé. Et rapidement, je dirais, les personnes ont pu avoir un soin adapté à leur état pathologique. Mais il a vraiment fallu montrer cet oubli-là. Et ça m'a paru, c'était grave. Enfin, pour nous, c'était extrêmement grave d'avoir oublié ce pan de population.
Et du coup, on comprend bien hein, que les gens se sont retrouvés un petit peu sans solution médicalisée alors même qu'ils en relevaient. Quelles ont été les conséquences que vous avez pu observer auprès des résidents, des personnes concernées, finalement de cet accès dégradé au système de santé? Eh bien, d'abord, il y a eu des personnes qui en sont mortes, malheureusement, hein, et particulièrement dans la toute première vague vers Paris et puis le Nord, hein, c'était ceux qui avaient été beaucoup plus touchés. Donc là, malheureusement, elles se sont décédées. Donc c'est vrai que ça a été quand même très douloureux à vivre. Et puis, on a eu, du coup, nous, dans nos associations qui étaient un peu moins touchées, une peur panique. Et donc, il a fallu qu'on se prémunisse de tout ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner les personnes si elles étaient refusées, refoulées à l'hôpital, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a eu une panique de la part des professionnels, c'est clair, un stress énorme, mais aussi de la part des personnes elles-mêmes, puisque beaucoup sont quand même en grande capacité de comprendre ce qui se passe et du coup, elles paniquaient énormément. Les parents, les familles évidemment aussi, puisque quand vous avez votre enfant qui revient chez vous et vous n'avez pas de quoi le soigner, ça paraît quand même… aujourd'hui, ça paraît infernal, quoi, et on se pose beaucoup de questions. En tout cas, j'en ai beaucoup. Voilà pour l'extrait vidéo que je vous proposais de Valérie Benotti. On a fait donc un peu un tour d'horizon de trois profils, trois types de situations qui ont été traversées par les usagers. Il est temps maintenant que on permette à nos deux éthiciens, Jean-François Guérin et Fabienne Doharet, de porter un regard justement éthique sur ces situations-là, tout simplement de réagir à ce qui a été partagé jusqu'à présent. Je ne sais pas qui veut commencer, Jean-François Guérin, Fabienne Doharet. N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Je peux proposer de commencer, puisque Fabienne a eu des problèmes de connexion au tout début. Et peut-être que tu n'as pas pu, Fabienne, entendre les premières interventions. Donc, c'est pas très poli de commencer avant une dame, mais je vais commencer. Donc, alors, ça m'a beaucoup intéressé, les trois témoignages, parce que c'est trois sujets qu'on a discutés au comité d'éthique qui nous ont été soumis. Alors, il faut savoir que le comité, en général, on peut faire des autosaisines, mais en général, on est saisi par les soignants. Et c'est vrai que sur la question, par exemple, des EHPAD, il y a des EHPAD et des unités soins de longue durée aux hospices civils, comme d'ailleurs sur la question des soins palliatifs. Eh bien, les soignants, là je donne leur point de vue, bien entendu, ce qui m'a frappé, moi, c'est de voir, de réaliser une grande souffrance de la part des soignants. Et je reprends un terme, parce que je regardais du coup c'est un survol des comptes rendus qu'on a rendus l'an dernier, au cours de la première vague de l'épidémie, hein, celle qui a été peut-être la plus dramatique, parce que elle a pris tout le monde de court. Et il y avait une angoisse terrible de la part, bien sûr, des patients, mais aussi de l'équipe soignante. Et le terme qui est arrivé à plusieurs reprises dans les discussions qu'on a eues en visioconférence, bien entendu, c'est les soignants qui considéraient qu'il y avait qui sentaient une déshumanisation du soin. Je pèse ces mots, déshumanisation du soin, et ils le vivaient très mal. Et en particulier, on a eu des témoignages assez douloureux du côté des EHPAD et aussi du côté comme je le disais, des soins palliatifs, parce qu'il est évident que quand des personnes sont en fin de vie, en soins palliatifs, en général, c'est la fin de vie, et qu'on doit dire aux familles, non, vous ne pouvez pas voir votre proche, et même, en plus, vous ne pourrez même pas le veiller quand il sera décédé, c'est-à-dire vous recueillir devant sa dépouille, c'était vraiment vécu comme inhumain. Mais en même temps, bien sûr, on a dû aussi prendre en compte les risques. Si on assouplissait les mesures barrières, on en a assoupli quand même quelques-unes. On a proposé un assouplissement. Le comité d'éthique, il fait que proposer. Il rend des avis. On n'a pas du tout vocation à décider à la place des équipes et de la direction. Mais donc, on a effectivement proposé des solutions qui étaient toujours des solutions, j'allais dire, des compromis entre justement le fait d'éviter
la contamination des soignants, parce qu'il y en a eu beaucoup à l'époque, on n'avait pas de vaccin, et aussi par ricochet ou directement la contamination d'autres patients. Et donc, on a proposé des solutions, comme par exemple, je relis mes notes là rapidement, parce que pour les soins palliatifs, on a proposé une visite par jour dans des conditions strictes, mais qui est quand même une visite, et non pas une interdiction de visite. Pour dans les EHPAD, on a recherché des moyens, comme par exemple que les gens puissent communiquer avec leurs patients, avec leurs proches, à travers des portes en plexiglas ou par des moyens actuels avec des tablettes, etc. Mais on avait conscience que c'était des petits moyens, mais voilà ce qu'on a pu proposer. Et puis, alors du coup, je vais pas être trop long. Les deux autres témoignages, Monsieur Picard, ce qu'il a raconté, c'est typiquement ce qu'on a également, ce à quoi on a été soumis au comité d'éthique, c'est la question des déprogrammations pour des opérations dites, des interventions dites non urgentes. Ah oui, c'est non urgent, mais ce qu'il nous a raconté, c'est typique. On pourrait parler aussi des prothèses, de quelqu'un qui devait avoir une prothèse de hanche, qui n'a pas pu l'avoir et qui souffrait terriblement, etc. Et il y a eu des déprogrammations, parfois les gens n'avaient pas de chance, ils ont été déprogrammés au mois d'avril, on les avait reprogrammés parce que justement c'était pas urgent pour le mois d'octobre, et là deuxième confinement, deuxième déprogrammation, avec des injonctions de l'ARS, je le rappelle. Alors nous, ce qu'on avait dit pour ces déprogrammations, par exemple, c'est que on ne devait pas, considérer que le critère de gravité, certes, il devait être pris en compte, bien entendu, mais il ne pouvait pas lui seul, il ne pouvait pas être suffisant pour éclairer la décision de déprogrammation, et qu'on devait tenir compte aussi, justement, du côté peut-être non urgent, mais extrêmement délétère, douloureux d'une situation chez un patient qui va perdurer parce que il a été déprogrammé. Et je crois que l'exemple que vous avez donné, votre situation, Monsieur Picard, se passe de commentaires superflus. Et enfin, je dirais la troisième intervention, effectivement, c'est la question du non-accès à la réanimation pour des personnes. Alors, ça peut être des personnes polyhandicapées. On a eu, par exemple, une équipe d'Henri Gabriel qui nous a sollicité pour ça parce qu'ils craignaient que leurs patients très polyhandicapés, s'ils devaient avoir besoin de la réanimation, ils sont pas prioritaires. Non seulement qu'ils sont pas prioritaires, mais même qu'ils soient, ils sont déboutés en quelque sorte. Et nous, là aussi, on a essayé de dire que, attention, bien sûr que faut soigner les patients Covid, mais que il y avait aussi les autres patients, et que les autres patients, ils avaient, c'était des personnes humaines, j'allais dire, qui méritaient également tous les soins. On a eu aussi ça, on a eu aussi une alerte du côté des instituts psychiatriques qui avaient peur justement que leurs patients suivis en psychiatrie, ils soient considérés comme entre guillemets des patients de seconde zone, des patients qui n'étaient pas prioritaires, mais qui auraient même pu être exclus des soins intensifs. Alors voilà, je voulais pas monopoliser la parole, mais c'est pour dire que effectivement j'étais très sensible à ces témoignages, et que le comité d'éthique a été saisi pour des situations telles que vous les avez décrites. Bien sûr, on ne peut pas dire que les HCL rien n'est jamais parfait, mais j'espère qu'avec les recommandations qu'on a pu donner, on a pu rester dans l'humanisation du soin, justement, qui était ressenti douloureusement par les équipes. Voilà, je vais pas en dire plus, et je peux passer la parole à Fabienne si. Je crois Merci Jean-François. Mais alors, je crois que malheureusement Fabienne va et vient dans le webinaire au gré de ses problèmes de connexion, alors même que évidemment en préparation de ce webinaire tout fonctionnait à merveille, mais c'est la loi du genre. Merci en tout cas pour cette lecture éthique sur chacun des témoignages. Ce qui est intéressant, c'est que on ramène quand même aussi le vécu des équipes, et comment tout ça a été aussi difficile à vivre et à traverser pour les équipes.
bon, mais pour autant, c'est vrai qu'on a l'impression, et je pense que Annie Rousseau l'a bien exprimé, hein, qu'il y a eu une première phase où il y a eu cet état de sidération, où j'allais presque dire tout le monde est capable de comprendre, d'entendre qu'il y a eu des maladresses, des difficultés, voilà. Mais on constate aujourd'hui encore un certain nombre, alors pas toujours de violation, mais en tout cas d'atténuation d'un certain nombre de droits des usagers, alors même que finalement on est dans une situation qui est presque maintenant structurelle et pour laquelle on a suffisamment de recul pour penser des organisations peut-être plus conformes au respect des droits des usagers. L'exemple des restrictions de visite est vraiment sur ce point-là tout à fait éloquent, puisque voilà, on constate que typiquement dans certains EHPAD, il faut bien le dire, dans certains EHPAD, les visites sont toujours aussi compliquées pour les familles. La vie sociale et le lien entre l'intérieur et l'extérieur est toujours compliqué, voire impossible, et là on est sur une vraie violation de liberté, alors même que le gouvernement et que les pouvoirs publics ont décrété un assouplissement. Donc il y a ce grand écart un petit peu entre la règle générale et puis l'application sur le terrain et le vécu des familles. Merci Jean-François. Il ne vous aura pas échappé que j'ai un petit peu pris du temps là pour laisser le temps à Fabienne Doiret de nous rejoindre. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Dans ces conditions, moi je vous propose d'accueillir ma collègue Marion Dardelin. Marion, si tu veux bien nous rejoindre sur scène, il te reste je t'ai gardé une place, voilà, formidable, pour nous dire un petit peu ce qui s'est dit sur le chat et les questions qui émergent. On t'écoute. Alors déjà, bonjour à tous. Sur le chat, on a eu des réactions, notamment sur la déprogrammation et plus général sur l'accès aux soins qui est rendu compliqué avec des fermetures parfois d'unités en lien avec la Covid. Ce qui a beaucoup fait réagir, c'est le témoignage d'Annie Rousseau sur la situation dans les EHPAD, notamment sur le fait que les modalités d'accès et de sortie des EHPAD ne sont pas définies par l'État. Donc Annie Rousseau a commenté en signalant qu'il existe bien sûr des protocoles, mais que les directeurs ils sont libres d'adapter les recommandations. Donc bien évidemment pour protéger les résidents. Voilà. Et également dans les EHPAD, il y a aussi des grosses difficultés avec les prises en charge de soins lourds en fait. Voilà. Il y a une réaction aussi sur est-ce que l'ARS n'aurait pas dû interdire aux soignants atteints du Covid de venir travailler plutôt que de les féliciter. Voilà, donc ça c'est une vraie question, même si les EHPAD ont aussi besoin de soignants et besoin de bras pour fonctionner. Une réaction aussi sur le fait qu'il est difficile d'entendre que le personnel ne soit pas obligé d'être vacciné. Et donc sur les questions, il y avait une question sur la différence entre les EHPAD privés, les structures publiques. Est-ce que ce qui a été rapporté est la même chose en termes d'accès, de visite? Voilà. À savoir s'il y a une différence observée par le collectif notamment. D'accord. Donc ça c'est une première question qu'on traitera. Voilà, et donc là, il y a un nouveau protocole en fait qui va être normalement mis en place d'ici demain, et savoir si le collectif avait entendu parler de ce nouveau protocole qui s'appelle Nouvelle étape vers un retour à la vie normale, qui a été présenté par le gouvernement la semaine dernière et qui doit entrer en vigueur normalement cette semaine. Donc, quand même pas mal de questions autour de la situation des EHPAD. C'est vrai que ça fait un petit peu l'actualité ces derniers temps, et grâce à notamment des mouvements comme le collectif. Est-ce que, avant du coup de revenir vers la scène et vers nos intervenants, il y a eu des questions relatives à d'autres situations, d'autres profils d'usagers ou des réactions de personnes qui disaient mais voilà, il y a un profil qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, pas particulièrement? Sur les profils, non. Sur les profils évoqués, non. Ok. Bon, dans ce cas-là, on va basculer vers nos intervenants. On va
Alors, je crois qu'on a perdu Adrien. Ma solution, le logiciel m'a demandé de rafraîchir ma page. Et donc j'ai dû m'absenter 3 secondes. Je disais, on accueille donc Fabienne Douaret qui nous rejoint pour peut-être réagir après les réponses que Annie Rousseau pourra apporter aux questions qui ont été partagées. Fabienne, ça vous va ? Alors, je ne sais pas si Fabienne m'entend. Annie Rousseau, on vous laisse peut-être réagir aux questions et aux réactions qui ont été partagées à l'instant, à savoir, est-ce que vous avez connaissance de ce fameux protocole qui serait sur le point d'être déployé? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, si je me souviens bien, c'est finalement en termes d'organisation des équipes, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'interdire l'accès des EHPAD, des soignants non vaccinés aux EHPAD? Je vous le traduis comme ça, j'espère ne rien trahir. Malade. La question ne portait pas sur les soignants non vaccinés, mais sur les soignants malades. C'est pas sur les soignants. Si, les soignants, mais... Oui, malades, pardon. Les personnels. Après, on peut pas... Oui, tout à fait. Merci de me corriger. C'est pas ça la question. Alors oui, le nouveau protocole, on l'a bien eu. Il est censé se mettre en application demain. Ça ne va pas assouplir les choses de manière révolutionnaire, puisqu'il y a quand même toujours des possibilités de restriction de visite ou de sortie, puisque la direction doit évaluer, rien de plus subjectif que ça, si le résident a été dans une situation à risque. Malgré ça, parce depuis 2 jours, on l'a eu ce week-end, nous, ce protocole, et on l'a transmis à nos membres, et depuis, ce qu'on appelle les protocoles des EHPAD, c'est alors l'aide d'info aux familles par laquelle ils communiquent les nouvelles modalités aux familles, les nouvelles ne sont pas si nouvelles que ça, c'est-à-dire que ceux qui étaient déjà réticents aux assouplissements, campent sur leur position de confinement au retour, ou de pas de sortie pour raison médicale. Il y en a un qui vient d'édicter un protocole où il dit qu'il n'y aura aucune sortie rencontre familiale avant le 21 mai. Juin, 21 juin, excusez-moi. Comme ça, on laisse bien passer la fête des mères et la fête des pères aussi. Mais je vous parle peut-être cynique, mais on règle le problème quand même là, de la fête des mères et de la fête des pères. Où on le pose, ça dépend comment on voit les choses. Il y a toujours donc non-accès aux soins, et puis surtout la question qui démange les familles, là, avec beaucoup d'incompréhension, de sentiment d'injustice et voire de colère, c'est on a vendu à nos parents une vaccination dont on s'aperçoit qu'elle ne leur apporte pas l'Eldorado promis, l'Eldorado ou tout simplement le fait de recouvrer leurs droits à sortir, etc. On a même dit que du coup, les familles pourraient représenter un risque pour les soignants via le résident au retour. Donc là, où est-ce qu'on va comme ça, Alors, du coup, je bascule sur votre autre question. Oui, sans doute, n'aurait-il pas fallu féliciter les soignants qui venaient travailler malades, mais il y a eu, dans certains courriers d'EHPAD, parfois clairement indiqué que si ce personnel ne venait pas travailler, on était en sous-effectif et on ne pouvait plus s'occuper des résidents. Ça a été marqué, qu'on fonctionnait en mode dégradé. Donc, je ne sais pas qui faut donc là, on revient à ce qu'on partageait tout à l'heure. Soignant, famille ou direction, ce n'est pas la question. C'est juste un constat. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la tension entre le devoir, l'obligation de sécurité et les droits et libertés des individus, de leur famille. Et vous le posez de manière extrêmement claire. Je vous en remercie. Il y a des personnes dans le chat aussi qui réagissent en disant oui, on a oublié quelques profils, et notamment les personnes qui sont au domicile. Alors, je corrige un petit peu, le témoignage de Valérie Benotti était le témoignage de quelqu'un qui vit au domicile avec sa fille adulte en situation de handicap. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, Roger Picard est quelqu'un qui n'est pas hébergé en établissement, qui vit à domicile avec sa situation de santé. Alors peut-être que vous
parliez plutôt des personnes de personnes malades au long cours accueillies à domicile, mais voilà, c'était pour apporter un petit complément là-dessus. Fabienne Doiret, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Et est-ce que vous nous rejoignez en ouvrant votre micro? Je peux pas. C'est super. Si, vous êtes avec nous. Bon. Vous êtes avec nous. Par contre, vous m'entendez bien là? Je suis désolée. On vous entend. On vous entend très bien et comme je disais, ça avait bien fonctionné jusqu'à présent et puis il faut que ça dysfonctionne le jour J. Est-ce que vous voulez bien réagir un peu? Oui, alors merci en tout cas pour ces belles interventions qui sont très riches. Et, j'ai entendu un peu ce que François a dit. J'avais 2-3 petits éléments à partager avec vous tous qui étaient effectivement la première chose, c'est que la crise nous a montré la réaction d'un système de santé qui a été en évolution pendant ces 30 dernières années et que cette crise, elle nous a fait repérer combien les organisations, elles ont été adaptées depuis ces dernières années et qu'on a fait les frais, entre guillemets, ou l'expérience de cette modification organisationnelle qui a entraîné des choix et que je ne conteste pas, puisque c'est la politique de santé qui l'a induite, mais qui nous montre aujourd'hui, quand nous sommes utilisateurs du système et professionnels, des limites de cette. Donc, c'est une généralité, mais pour laquelle, effectivement, on a été amené à faire ce constat. Cette situation du moment, elle est inédite, ça, en tout cas dans le siècle dans lequel nous vivons, et je pense que elle nous a obligés à réfléchir à la question du soin un peu différemment. Et donc, je me représente, je suis. Ah, bon, alors, Fabienne Doiret a vraiment des gros problèmes de connexion. Jean-François, est-ce que tu veux réagir à nouveau, compléter ce que tu as tes observations? Roger, est-ce que tu veux réagir aussi ou est-ce qu'on bascule sur la deuxième séquence? Bon, je pense qu'on peut basculer sur la deuxième séquence. Allez. Il est 18h, si on veut respecter les... Allons-y. Super. Eh bien, je vais donc proposer à Annie Rousseau peut-être de rejoindre la salle. Rassurez-vous, je ne vais pas vous poser une autre question ou une question piège. Je vous vois réagir. Non, rassurez-vous. Du coup, je vais vous accompagner vers la salle en désactivant votre présence sur scène pour permettre à Monsieur Infantès, qui témoignera sur la deuxième séquence, de m'y rejoindre. Merci infiniment à vous et puis continuez à répondre peut-être aux réactions des personnes sur le chat. On se retrouve plus tard. Merci. Merci. Alors, Monsieur Infantès, représentant des usagers, va nous rejoindre et je vais l'inviter tout simplement à me rejoindre sur scène. La manip est faite. En attendant qu'il nous rejoigne, ah super, merci à vous Louis, c'est parfait. Bonjour à vous. Avant d'engager le débat, simplement pour resituer cette séquence-là, on a fait une première séquence consacrée à l'impact de la crise sur les droits individuels des usagers. Je reviens pas dessus, consentement, information, droit d'aller et venir, etc. On va maintenant s'attacher à évoquer la question des droits collectifs des usagers du système de santé. De quoi on se parle quand on parle de droits collectifs? On se parle de finalement de la possibilité pour les usagers, à chaque fois qu'une décision de santé au plan collectif, une décision de santé publique, un projet, un programme est prise, et bien de s'assurer que dans le tour de table, il y a un représentant des usagers qui est en mesure de porter la voix des personnes que la décision concerne. Et ces personnes-là, ce sont des représentants des usagers, des bénévoles qui siègent au sein de l'ensemble des établissements de soins du territoire français, qu'ils soient privés et publics. Ces bénévoles-là, ils sont issus d'associations agréées, elles ont une forme de label qui sécurise, j'allais dire, le sérieux de l'association qui les porte. Ils ont vocation vraiment à représenter les usagers dans les espaces de concertation et de construction des politiques de santé, que ce soit au niveau
niveau des établissements, au niveau départemental, régional et national. En France, ils sont un petit peu moins de 10 000. Dans notre région, 7 à 800. Et France Asso Santé, la structure qui vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire, a pour mission justement d'animer ce réseau de représentants des usagers, de les former, de les soutenir et de les accompagner dans l'exercice de leur mandat. On a tiré profit de cette grande proximité avec notre réseau pour, eh bien, l'interroger l'année dernière, en fin et en début de cette année, pardon, sur bien finalement l'impact de la crise sur le fonctionnement des lieux de concertation qu'on appelle les instances de démocratie sanitaire et plus spécifiquement les commissions des usagers. Dans chaque établissement de soins, il existe des commissions des usagers qui réunissent les représentants des usagers et les responsables qualité et qui ont vocation à étudier, à analyser les plaintes et réclamations des usagers et aussi, et beaucoup, à contribuer à l'amélioration générale de la politique qualité des établissements pour faire en sorte, encore une fois, que les propositions qui sont faites par les établissements en termes d'organisation, d'offres de soins, etc., soient conformes aux besoins, aux attentes et aux contraintes des personnes que cela concerne. On a interrogé sur le territoire français on a reçu 1200 réponses sur le territoire français. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a de la chance, on a un réseau qui est extrêmement mobilisé, qui est extrêmement dynamique dans tous les départements de la région. On a reçu plus de 250 réponses, donc en proportion, on est à une vingtaine de pourcents des réponses recueillies au niveau national. Et je voulais, avant de donner la parole à Louis Infantès, bien vous donner quelques chiffres globaux. Les premiers résultats là, en avant-première de cette enquête, vous dire que, sur 2020, on a observé un fonctionnement dégradé des lieux de démocratie sanitaire, puisque seuls 40% des commissions des usagers se sont réunies à un rythme normal, à un rythme de 4 fois dans l'année, ce alors même que la situation sanitaire était extrêmement aiguë et appelait à un dialogue renforcé avec les usagers et leurs représentants. Eh bien, on a ce paradoxe-là, c'est que le dialogue s'est un petit peu tari. Ça, c'est un élément important. Un autre élément, c'est que on a observé une variation de la nature des plaintes et réclamations qui ont été accueillies par les commissions des usagers, qui ont été étudiées par les commissions des usagers. On a observé une évolution des plaintes en matière des visites, une évolution des plaintes et réclamations en matière des déprogrammations. Et enfin, pour terminer, une information autour des cellules de crise, des cellules éthiques, des cellules de retour d'expérience. Il faut savoir que 2/3 des établissements, d'après ce que nous en disent les représentants des usagers, ont mis en place de telles cellules, que seuls 42% des usagers ont été informés des représentants des usagers, ont été informés du contenu des échanges de ces lieux de gestion de crise. Et alors là, c'est un petit peu, ce qui illustre bien la dégradation de la démocratie en santé, c'est que seuls 11% des établissements qui ont installé des cellules de crise y ont associé des représentants des usagers. Alors ce chiffre de 11%, il nous dit d'abord, que c'est possible, puisqu'il y en a 1 sur 10 qui l'a mis en place, et 2, que quand même 9 sur 10 ne l'est pas fait. Ça veut dire que quand même le dialogue a un petit peu marqué le pas, le dialogue avec les usagers et leurs représentants a un petit peu marqué le pas. Cette introduction paraissait importante pour bien resituer à quel titre Louis Infantès témoigne aujourd'hui. Monsieur Infantès, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Est-ce que, en quelques mots, d'abord, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Louis Infantès, je suis RU dans 2 établissements de santé proches de Clermont-Ferrand. Alors, RU, qu'on s'entende, représentant des usagers, c'est donc ces bénévoles que je viens de décrire. Est-ce que vous pouvez nous décrire une situation à l'occasion de laquelle vous avez été amené à intervenir en tant qu'RU durant cette crise? Alors, tout au début, c'était juste avant la crise, il y a eu un changement de direction dans un des 2 établissements où je siège. L'historique de l'ancienne direction, c'est que
petit à petit, les proches des patients, alors ce sont des patients de longue durée, ont pris la place sur certaines tâches, ils ont pris les tâches de soignants. Voilà. Et ça s'est fait dans le temps, avec le consentement de l'ancienne direction. Voilà. Et donc, on se parle bien de personnes qui ont vocation à rester vraiment sur le temps long, hospitalisées. Voilà, très long, hein, voilà. très long. Voilà, donc c'était très bien. Chacun avait trouvé sa place. Les proches des patients, bien, comme ça, pouvaient s'occuper et donner de l'affection à leurs proches. Puis la direction a changé, et à ce moment-là, eh bien, il a fallu, la direction a voulu remettre en ordre, chacun à sa place, et donc aux patients, aux proches de tenir leur place et les soignants de faire leur travail. Et là, ça a été très mal perçu. Est arrivé à ce moment-là aussi le Covid, et donc impossibilité de rendre visite à leurs proches. Donc on passe d'une situation où on a des proches qui sont au chevet de leurs proches quotidiennement, qui prennent à leur charge un certain nombre d'actes parfois presque médicaux, j'exagère, mais en tout cas de soins quotidiens, peut-être plus par commodité, et puis aussi dans ce cadre de partage d'affection que vous décriviez, qui du jour au lendemain se voit interdire l'accès à ce même proche. Voilà, donc incompréhension des proches, hein, et après, avec le Covid, interdiction de rendre visite aux malades. À ce moment-là, il y a quelques proches des patients m'ont contacté, me décrivant la situation. Donc, l'acte que j'ai fait, j'ai convoqué les autres RU pour en parler, et j'ai fait une réunion avec les proches des patients, qui a duré très longtemps, et ils étaient très remontés, et il n'y avait pas... ils restaient sur leur position et demandaient de revenir comme avant. Voilà la situation. Donc, je leur avais demandé de nous écrire au RU. À partir de là, j'ai contacté la direction. Nous avons été reçus par la direction, c'est-à-dire les RU, plus la direction, pour parler du problème. Et nous avons défini ensemble un planning, hein, des sujets que nous devions aborder. Voilà. Après, nous avons fait une nouvelle réunion, c'est-à-dire tous les proches des patients, les RU et la direction. C'était très tendu. Certains restant sur leur position et ne voulaient rien savoir, ils voulaient absolument revenir dans la situation d'avant. Et ne comprenaient pas aussi pourquoi ils ne pouvaient pas rendre leur visite à leurs proches avec le Covid. Très difficile. Au bout on va dire, ça fait 1h30 de discussion, hein, les choses se sont apaisées et il a été convenu que les proches des patients, plus la direction, avec la qualité, allaient travailler ensemble pour trouver des solutions pour que tout le monde puisse retrouver sa place. Ce que vous nous décrivez là, cher Infantet, c'est finalement une situation qui est née, qui illustre bien ce que les quelques chiffres que je vous donnais en amont, hein, les quelques statistiques autour d'une démocratie sanitaire qui a été un petit peu étouffée, un petit peu mise en sourdine. C'est finalement le fruit d'un manque de dialogue entre une direction et des équipes techniques qui, de là où elles se trouvent avec leur représentation, viennent avec une exigence de sécurité. C'est la même tension dont je parlais tout à l'heure, et puis des usagers qui se font percuter par cette nouvelle mesure, et ce défaut de dialogue là, finalement
il a été rattrapé par un représentant des usagers, par une équipe de représentants des usagers qui a été sollicitée par les personnes concernées, qui a provoqué les échanges, qui a provoqué du dialogue, qui a provoqué de la concertation pour à la toute fin permettre une sortie de crise, si j'ose dire, une sortie de crise par le haut, avec des gens, si ce n'est apaisés, en tout cas compréhensifs de la partie adverse, entre guillemets. Est-ce que c'est bien résumé? Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, à la fin de cette réunion, où tout le monde voulait aller de l'avant, j'ai demandé, avec les OTRU, un planning pour chaque action qui allait être menée. Donc, la direction a fait un planning qu'ils m'ont envoyé. Et lors de la dernière CDU que nous avons eue le 1er avril, eh bien, la direction nous a présenté ce planning et ils tiennent les délais. Voilà. Et ils travaillent ensemble. Concernant le problème de la Covid, qu'ils ne peuvent pas rendre visite à leurs malades, eh bien, il a été mis en place une visioconférence. Voilà. Comme ça, ils peuvent communiquer. C'est mieux. D'accord. Donc, on a imaginé des solutions un peu, voilà, j'allais dire, alternatives. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment, alors là, si on dézoome un petit peu par rapport à cette situation spécifique de travail autour de l'amélioration de la qualité, plus globalement, est-ce que en tant que représentant des usagers, dans cet établissement-là, vous avez eu le sentiment d'être associé à la gestion de crise? Alors, la gestion de crise de la Covid, on nous a mis au courant à chaque fois qu'on avait une CDU de ce qui avait été fait, le nombre de malades qu'ils ont reçus, des actions qu'ils ont faites. Mais en anticipation, non. Nous n'avons pas été. Voilà. Bon. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu partout. Moi, dans l'autre établissement que je suis, c'est pareil. On nous rend compte, c'est clair. Mais ça s'arrête là. On est sur de l'informationnel, du descendant et un petit peu de l'aval, et on est très peu sur l'amont et sur la co-construction, alors même que, encore une fois, et on se l'est déjà dit, on va se le redire, alors même qu'on est dans une situation qui commande justement un dialogue renforcé entre les usagers, les équipes soignantes, les responsables d'établissement. Merci Monsieur Infantes pour votre témoignage. Voilà, qui illustre bien et qui fait bien le lien entre les droits individuels, là en l'occurrence le droit de visite, là on se parle d'intimité, de vie privée, et les droits collectifs, comment est-ce qu'on est représenté, et là en l'occurrence plutôt très bien représenté par des représentants des usagers qui portent notre voix et qui, de façon tout à fait constructive, et on l'a bien vu à travers cet exemple-là, améliore la qualité de l'offre de l'établissement. Je vois que Fabienne Douaret est connectée, et Fabienne, j'ai très envie de vous passer la parole sans plus attendre. Merci Adrien, merci à tous. C'est vraiment la galère. Je ne sais pas pourquoi je se déconnecte sans arrêt. Je ne suis pas au bout du monde, mais voilà. Donc, je vous ai bien entendu sur cet aspect-là. Je vous partager une information avec vous qui a son importance, même si dans le quotidien, elle n'a pas été aussi ressentie par les usagers du système de santé que vous êtes et que nous sommes. Le Comité consultatif national d'éthique a demandé en région aux espaces régionaux éthiques sur le territoire national de mettre en place des cellules d'éthique. Vous en avez parlé tout à l'heure, et la mission des espaces éthiques à ce moment-là était de faire remonter au national comme un observatoire de pratique en matière d'éthique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément satisfaisant. Vous l'avez évoqué sur le fait qu'il n'y ait pas de représentants des usagers. Je suis en train de me perdre. Je vois que la connexion est en train d'être fluctuante. On vous garde. Vous me gardez, tenez-moi fort dans le trou. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai bien entendu que la représentativité des représentants des usagers au sein de ces cellules était insuffisante, et j'en prends bien note parce que je trouve que c'est un enseignement intéressant que vous nous donnez à voir. Mais qu'en tout cas, il a été réellement pris en compte la préoccupation d'accéder aux soins pour le plus grand nombre. C'est-à-dire en éthique, on parle de justice distributive des ressources, c'est-à-dire que tout à l'heure, avant la déconnexion,
une dame parlait de choix ou de tri dans les pratiques de prise en charge dans les services de réanimation. C'est effectivement des vraies questions que l'on s'est posées et qui ont été convoquées dans un centre hospitalier. Donc, c'est une réalité. Vous avez eu raison de le souligner. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va? Oui. Parfait. Donc, du coup, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut vraiment aborder de façon un peu transversale. Et la notion que vous avez apportée aussi dans les échanges que vous avez évoqués, c'est cette notion d'accès aux ressources rares. Et dans le cadre d'une pandémie, eh bien, on le voit notamment à Bon, cette fois-ci, je crois que nous avons à nouveau perdu Fabienne Doiret, mais nous avons la grande chance d'avoir vu revenir Jean-François Guérin. Alors Jean-François, je vais pas te demander de compléter la phrase de Fabienne parce que tu n'es pas dans sa tête, mais je sais pas si tu as assisté un petit peu aux échanges autour de la démocratie en santé. Est-ce que tu veux commenter, réagir? Oui, alors effectivement, je pense que en tout cas, lors de la première pandémie, la première vague, disons, de la pandémie, il y a eu une sidération. Quelqu'un a employé le mot, et je crois que c'est vrai. Et on a sûrement, enfin quand je dis on, c'est collectif, hein, était pas assez en contact, connecté avec justement les représentants des usagers. Bon, si je dois, puisque je suis là en tant que président du comité d'éthique, c'est vrai que dans le comité, on a un représentant des usagers, plus une personne qui est, alors je recherche sa qualification, voilà, elle est patiente coordonnatrice, voilà, c'est ça. Et donc elle assiste à nos réunions, à toutes les réunions. Mais je pense qu'effectivement, on a certainement que, et là je parle globalement, on n'en a pas assez tenu compte, c'est vrai. Ça n'a pas. On essaye de corriger maintenant cela, bien sûr. Mais je disais, alors peut-être je peux vous donner une anecdote que, enfin, c'est pas une anecdote, c'est une histoire pour vous dire que les choses sont jamais simples. Par exemple, la semaine dernière, on a eu lors de notre dernière réunion du comité d'éthique, les hygiénistes nous ont alertés sur une question des chambres doubles. Est-ce qu'il faut de nouveau, parce que la recommandation, quand on était au sommet de la 3e vague, il y a à peu près 1 mois et demi de cela, la recommandation c'était d'éviter au maximum les chambres doubles pour éviter les risques de contamination. Les réduire au maximum en tout cas. Mais du coup, on retombe sur la question des programmations, Du coup, bien sûr, on peut prendre moins de patients en charge. Et quand un patient téléphone dans le service et qu'il n'y a pas de chambre, parce que justement, il n'y a pas de chambre double accessible, eh bien, il va attendre pour ses soins, etc. Et donc, voilà, je donnais cet exemple. Alors, on a fini par conclure qu'en l'état actuel de l'involution de la pandémie, on espère que ça va se maintenir. Et j'allais dire, en évitant des situations où effectivement le risque est majeur, comme par exemple chez les patients immunodéprimés, en particulier dans les services d'oncologie, qu'on a conclu qu'il valait mieux quand même accepter les patients en chambre double en prenant le maximum de précautions, bien sûr, pour éviter les contaminations, plutôt que augmenter la file d'attente, si je puis dire, allonger la file d'attente pour des patients qui avaient besoin de soins. Et c'est pour dire que là, on est dans la décision collective, effectivement. C'est toujours, on doit toujours naviguer entre, j'allais dire, deux principes, la bénéficence versus la non-bénéficence, etc., etc. Voilà, c'était juste cette réflexion qui m'était venue parce que elle est très présente dans mon esprit. Enfin, la discussion a été présente dans mon esprit. Mais pour revenir à ce qui a été dit au départ, oui, je pense que effectivement, on a certainement dans les premiers temps, en tout cas, pas assez tenu compte d'accord, pas assez tenu compte effectivement enfin pas assez collaboré plutôt avec les associations de patients pour reprendre ces termes. Merci Jean-François pour ce complément. Je propose Fabienne que de façon très courte, comme ça on profite que vous soyez là, de façon très courte vous nous résumiez l'esprit de ce que vous vouliez nous partager avant de basculer sur la salle. Voilà, ok, donc je vais très simplement dire effectivement que cette crise, donc, elle a montré un certain nombre de choses et qui ont été évoquées, on ne va pas revenir là-dessus, mais la place des usagers pour nous est
position centrale, que ce soit à l'hôpital et dans mon exercice professionnel du médico-social, elle est vraiment convoquée, puisque moi, je rencontre les patients dans le cadre de leur vie à l'extérieur de l'hôpital, dans un exercice domestique, on peut le dire ainsi, et que c'est le soignant et les coordinations de soins qui viennent proches du malade et les malades dans ces positions-là, ou les patients ou les aidants nous donnent à voir ce qu'ils attendent d'un système de santé aujourd'hui. Et je trouve que c'est en tout cas, moi qui ai une expérience hospitalière très longue, et dans cette expérience aujourd'hui extra-hospitalière, m'apporte beaucoup. Il y avait un élément qui a été évoqué, que je voulais juste souligner dans le témoignage de cette dame en vidéo, qui est la notion. On ne saura jamais. On complétera, on demandera à Fabienne Doiret de nous le partager. Ce que je vous propose, c'est sans plus attendre à nouveau, et pour la deuxième et dernière fois, d'inviter ma collègue Marion Dardelin. Monsieur Infantes et Jean-François, je vous invite à vraiment rester sur scène avec nous pour réagir et répondre aux questions. Marion, qu'est-ce qui s'est dit sur le chat ? Alors, il y a eu encore des réactions par rapport à la première partie du webinaire. Par rapport aux représentants des usagers, on a un témoignage qui est intéressant, un témoignage d'Olivier qui nous dit en fait qu'il travaille du coup avec le représentant des familles de l'EHPAD. Lui-même, il est RU dans une CDU et il met « c'est que du bonheur de travailler ensemble sur des problématiques similaires ». Entre les patients qui dépendent de la CDU et les résidents qui dépendent du coup du Conseil de la vie sociale, du CVS. Voilà, alors ce qui a beaucoup fait réagir sur la première partie, c'est en lien avec la vaccination ou non des soignants. Est-ce qu'il faut obliger? Est-ce qu'il faut fortement inciter les soignants à se faire soigner, à se faire vacciner? Et donc, du coup, dans les questions, on a également une question. Dans le cadre de la loi d'état d'urgence sanitaire, les droits des usagers doivent-ils continuer à s'appliquer? Donc, c'est une question pour Fabienne Doiret et Jean-François Guérin, notamment. Eh ben, on peut peut-être du coup donner la parole à Jean-François Guérin. Merci Marion. Et puis on continue à prendre les questions et les réactions sur le chat. N'hésitez pas. On a encore quelques minutes. On approche de la fin officielle de l'événement, mais on pourra glisser encore quelques minutes. Jean-François. Oui, je vois que Fabienne est connectée, mais je vais essayer de. Excusez-moi, vous pouvez me rappeler la question? C'était la question. Alors, la question générale, et je pense qu'elle vient de notre président, c'est finalement en période de crise sanitaire, les droits fondamentaux et les droits des usagers de santé, plus spécifiquement, doivent-ils continuer à s'appliquer, ou est-ce qu'on rentre dans une espèce de parenthèse ou de zone grise? Alors, moi, je dirais, je vais parler en mon nom propre. Pour moi, oui, ils doivent continuer à s'appliquer. Ils doivent continuer à s'appliquer, mais bien sûr, en tenant compte. Alors, vous allez me dire, ça peut être une réponse de Normand. Non, c'est en tenant compte du contexte. Je pense que les usagers, par exemple, enfin, surtout si je me ramène à la période initiale où, je vous dis, personne n'était vacciné, c'était vraiment la grosse angoisse, hein, cette pandémie. Je dis pas que maintenant tout est résolu, mais c'était vraiment très anxiogène. Je pense qu'effectivement, les usagers n'auraient pas, les représentants des usagers, personne n'aurait dit, bah oui, tant pis, il faut au mépris des règles sanitaires, il faut qu'on puisse continuer à voir nos proches comme avant, etc. Mais je pense que le dialogue est important, mais que rien ne justifie, à mon sens, hein, sur le plan éthique, le fait de dire, dans une circonstance exceptionnelle, les droits des usagers n'existent plus. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Et puis, je peux honnête, parce que je vois que Fabienne a pas pu de nouveau a eu ses problèmes. C'est vrai que la question de la vaccination, je l'ai vu sur le chat, là, je les suis en même temps. C'est une question importante. Moi, j'étais prêt au nom du comité d'éthique à faire une autosaisine sur le côté de la vaccination pour donner des recommandations seulement. Mais comme on l'a dit, on peut pas obliger. C'est pas j'ai envie de dire dans les mœurs nationales d'obliger à la vaccination, alors qu'après tout, si on peut pas aller dans un pays en dehors du Covid, on peut pas aller dans un pays d'Afrique centrale si on n'est pas vacciné contre la fièvre jaune, par exemple. Donc, oui, mais là, on rentre dans la question de liberté fondamentale et personnellement, je n'irai pas jamais dire qu'il faut obliger. Par contre, inciter, oui. Mais
c'est une question très délicate. Il y a eu des problèmes. On sait bien, par exemple, que les virus ARN, j'allais dire, alors ils avaient été l'objet d'une grande méfiance au départ. Maintenant, ils ont la cote, à juste titre. Hein. Et puis, le virus AstraZeneca, le vaccin ARN et le vaccin AstraZeneca, lui, il a une mécote. Et c'est toute la question aussi. Est-ce que si on a que un vaccin à disposition, je dis pas que c'est le cas dans les hospices. Maintenant, on commence à avoir à retrouver des vaccins où il y a ARN disponible. Mais est-ce que, par exemple, aussi, on peut aller plus loin? Est-ce que on peut choisir son vaccin si on est en période de pénurie? Vous voyez, c'est toutes des questions qui sont pas simples à répondre. Donc voilà, c'était pour dire un petit mot sur cette nécessité ou pas enfin, cette incitation à la vaccination qui peut pas aller jusqu'à l'obligation, à mon avis. Merci Jean-François, c'était important. On a finalement pas beaucoup parlé de la vaccination alors que c'est vrai que c'est le sujet du moment, mais c'est vrai qu'on était sur une analyse un peu rétrospective des 12 derniers mois et qu'il y avait il y a eu bien d'autres événements avant cette séquence. Marion, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions sur le chat? Alors, il y a d'autres réactions de représentants des usagers, notamment, qui nous disent que certaines réunions ont été annulées pendant la crise sans jamais donner de raison. Et on a une question de Christine, qui est justement représentante des usagers et qui nous disent que la CDU de son établissement ne s'est pas réunie pendant toute la crise sanitaire et jusque au 13 avril. Donc, ni en présentiel, ni par visio. Voilà. Merci Marion. Peut-être une réaction, une réponse de Louis Infantès, si vous voulez bien, sur ce cas-là. Nous avons continué à faire des réunions, soit en présentiel, place les permettaient, ou alors en visio. Mais c'est vrai qu'il a fallu, moi dans les 2 établissements où je suis, que je renvoie un mail en leur demandant quand est-ce que vous faites la première CDU de l'année. Parce qu'on arrivait à la fin du premier trimestre et il n'y avait rien eu. Donc là, ça a bougé. Donc ils l'ont fait très vite. Alors, ou ils avaient oublié, ou alors ils disaient on a le temps, on laisse faire, on ne s'en occupe pas. Voilà. Mais à nous aussi de les solliciter, quoi. Ben voilà, vous vous êtes rappelé à leur bon souvenir. Alors juste pour rappel à nous, un CDU, c'est une commission des usagers. Elle est censée se réunir 4 fois par an pour analyser les plaintes et réclamations, mais pas que, loin de là, et j'insiste là-dessus, pour travailler à l'amélioration continue de la qualité, réfléchir avec les directions et les directions qualité à l'organisation générale de l'établissement. Et voilà, on a l'illustration là d'une RU, Christine, qui nous dit qu'il n'y a pas eu de réunion et que voilà, la CDU était au point mort. Et puis d'un RU, Louis Infantès, qui nous dit voilà, finalement même situation, mais en les stimulant un peu, on a réussi à relancer la machine, alors même que ce droit-là, ce droit collectif, était un petit peu en sourdine à cause de la crise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions sur le chat? Marion? Non, pas de réaction plus, voilà, plus sur le sujet. Ok. Eh bien, écoutez, il est 18h33. Nous avons presque respecté l'objectif de faire 1h30. Un immense merci à nos intervenants, celles et ceux qui sont sur scène, celles et ceux qui sont sur le chat désormais. Merci aux participants. Vous avez été plus de 130 connectés aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir tenu malgré les intempéries techniques. Merci à toute l'équipe, à Marion, ma collègue, et aux autres collègues qui se reconnecteront dans la préparation de cet événement. Et puis merci aux élus de notre délégation également pour la préparation. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans un des 300 événements de la journée européenne des droits en santé qui auront lieu dans les établissements de soins. Ça commence, je crois, aujourd'hui et ça durera la semaine. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de nos représentants des usagers dans les établissements.
À très bientôt et bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée et à bientôt. Et bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée.